Attention, je m'apprête à casser un mythe, l'un des plus grands auteurs américains était en fait un énorme plagieur. Vous connaissez peut-être ses romans, notamment le plus connu, Gatsby le Magnifique. On adore se plonger dans la nostalgie des années folles, les Roaring Twenties américaines. L'auteur F. Scott Fitzgerald en est l'incarnation elle-même. Il se marie avec une garçonne, en anglais Flapper, you know I love a good British accent, des femmes à l'allure d'adolescente. Ouais, rien que de le dire, je suis pas hyper à l'aise. Mais ce terme fait largement écho à leur comportement plutôt volage pour l'époque et considéré comme rebelle. Elles sont trop émancipées, je vois pas trop le rapport avec l'adolescence. Peut-être la crise d'ado. En tout cas, c'est pas ouf de comparer des femmes à des ados. En tout cas, Scott, avec sa femme, ils vont faire les 400 coups. Ça boit, ça ken, ça finit même à l'asile. Vous en faites pas, des anecdotes dans cette vidéo, va y en avoir, alors restez bien assis. Et d'ailleurs, tant que vous êtes là, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai regardé dans mes statistiques, et la moitié d'entre vous, vous regardez les vidéos sans être abonné. Donc rejoignez la team Jeannot, soyez pas timide. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Aujourd'hui, quand on parle de F. Scott Fitzgerald, on se souvient donc de ses romans, mais à l'époque, c'est pas seulement ça qui fait son personnage. Il est célèbre avec sa femme parce qu'ils ont un style de vie assez dément. C'est des véritables rostas et leur vie privée, elle est autant célébrée que ses romans. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui, ses œuvres perdurent et continuent régulièrement d'être adaptées. Sauf que ce gros bâtard, il a pas tout écrit lui-même. Je parie que pour vous, Zelda c'est juste le nom d'une princesse dans un jeu vidéo, mais ici, Zelda, c'est la grande oubliée de l'histoire. Zelda Fitzgerald, ou Zelda Sire, avant de se marier avec F. Scott Fitzgerald, est une autrice qui n'a jamais eu la reconnaissance qu'elle aurait dû avoir. C'est parti pour un nouvel épisode de Mère Jeannot. Pour contextualiser un petit peu le début d'histoire d'amour entre Zelda et Scott, c'est pas foufou, c'est un peu compliqué. En gros, Zelda, elle vient d'un milieu plus aisé, même si c'est une énorme rebelle pour son époque, et Scott, lui, c'est un peu la dèche. Elle vient d'une bonne famille. Anthony Sarr est un politicien en Alabama, et le père de sa mère, Minnie Sire, est sénateur du Kentucky au congrès de la Fédération. Donc les parents de Zelda, c'était un couple proéminent de la classe moyenne. Pas question de voir leur fille se marier avec n'importe qui. Mais Zelda, elle refuse sa posture de Nepo Baby, et elle est vraiment à la recherche de son émancipation. À 14 ans, on sait déjà qu'elle fume, qu'elle boit, que ça séduit un petit peu en soirée, clairement c'est pas les standings pour une personne de son âge et de son milieu social. Mais un jour, elle rencontre F. Scott Fitzgerald, qu'on va appeler Scott, pendant une soirée dansante. Lui, il a un crush immédiat pour Zelda, mais elle a d'autres prétendants. Alors forcément, elle peut se permettre d'être sélective, genre c'est The Bachelorette le truc. Peu importe les sentiments, est-ce qu'on s'aime, bisous bisous, tu peux lui écrire 1000 poèmes, elle veut un truc, c'est la sécurité financière. Et tant qu'il y aura pas ça, c'est mort entre eux. Mais Scott, comme je vous le disais, il fait un peu pouilleux à l'époque du coup par rapport aux autres prétendants. Lui, il vient d'une famille très modeste qui vit sur l'héritage de la famille de sa mère et Scott, il a toujours eu un complexe d'infériorité par rapport à ça. Probablement pour ça qu'il a acheté une grosse bagnole dès qu'il a eu de la thune, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais lui, il a toujours eu un objectif, même s'il disait vivre avec l'autorité de l'échec, il voulait vraiment sortir de la dèche, une villa pour la mama, il rêvait vraiment de cette ascension sociale. Et de la thune. Ah, ça va avec. On sait qu'il commence à écrire quand il est plutôt jeune. On a retrouvé une histoire policière publiée dans le journal de son école, alors qu'il avait seulement 13 ans. Et il préfère se concentrer sur son étude littéraire, puisque de toute manière, en ce qui concerne ses études, il reçoit des notes assez minables. En 1917, tout va changer pour Scott. Il est appelé pour rejoindre l'armée. Se sentant tel un petit babtou fragile, convaincu qu'il allait mourir, il envoie un manuscrit, en se disant foutu pour foutu. Il s'appelle The Romantic Egotist, et il se fait rejeter par l'éditeur Scribner. Et ce con, il se dit pas tiens, je vais l'envoyer peut-être à différentes maisons d'édition, on sait pas. Non, c'est vraiment ces 7 maisons, il va envoyer à différents éditeurs, mais ce sera toujours 7 maisons. Bon, c'est pas un rejet total non plus, y a pas de quoi s'affoler, on lui dit de réécrire quelques petits trucs et de réessayer. Donc là, y a le début de quelque chose, le début d'une promesse, peut-être de la moula. Il commence alors très sérieusement à courtiser Zelda, et là elle est en mode, ok bébé, tu peux mettre la bague au doigt. Eh, perd pas le nom la madame. Après tout ça, Scott il reprend du poil de la bête et il a envie de survivre de cette guerre. Et il se prend un deuxième refus. Zelda de son côté, elle trouve pas ça très impressionnant, c'est le moins qu'on puisse dire, et elle commence aussi à s'impatienter. Elle annule alors leur fiançailles et elle lui dit « Scott, va falloir te secouer et trouver un bon job si tu veux qu'on se marie ». Après plusieurs publications d'histoires dans des journaux et surtout des dernières révisions, retenez bien ça pour plus tard, son roman L'envers du paradis est enfin accepté par Maxwell Perkins à Scribner. À sa publication en 1920, F. Scott Fitzgerald devient célèbre presque du jour au lendemain. Enfin, Psartek rouillard. C'est à ce moment-là que Zelda dit « Ok c'est bon, on peut se marier » et c'est fait dans la hâte, il se marie une semaine après. Ça
se passe à New York et clairement à part ça, y a rien qui les retenait pour commencer leur histoire d'amour. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous se disent ouais mais Zelda quand même elle est plus là pour la thune que pour lui. On pourrait se dire que c'est une énorme michto, mais il faut pas oublier l'époque dans laquelle on est. Les femmes étaient pas indépendantes financièrement et si tu voulais pas te retrouver en galère, valait mieux être avec un homme qui avait du zéyo. Avant 1965, elles n'ont pas le droit d'avoir un travail ou d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari et on sait que même si une loi nous libère, les idées arriérées peuvent durer encore quelques années. D'après des souvenirs de Scott, Zelda voulait avoir la certitude qu'il lui offre une vie extraordinaire, ce qui lui laisse un goût amer dans la bouche. A l'inverse, dans le roman biographique qui retranscrit le point de vue de Zelda, Z, A Novel of Zelda Fitzgerald, elle est montrée comme plutôt encourageante dès le premier refus de l'éditeur. On peut y lire « Qu'est-ce qu'il y a, tu es malade ?» Il sortit alors de sa poche une feuille, en quelque sorte. Et il lui tendit. La lettre venait de Charles Scribenson et je sus tout de suite que les modifications n'avaient pas été suffisantes. La lettre était courte et la sentence semblait finale. « Oh, je suis désolée, tu as travaillé si dur, mais il n'y a pas d'autre éditeur ?» demandai-je. Scribner était ma meilleure chance. Il s'allongea sur le dos, regarda le ciel mauve et souffla. « J'ai plus qu'à laisser les Huns s'entraîner sur moi lorsqu'ils tirent. Tu es un incroyable écrivain. Ces gens de chez Scribner, ils sont juste pas assez intelligents pour le voir. C'est probablement un tas de vieils hommes dont le col des chemises est trop serré. » Dans une autre source, on lit que c'est surtout la famille de Zelda qui s'opposait à leur mariage. C'est toujours plus excitant de faire d'elle une séductrice sournoise qui n'en voulait qu'à son argent, mais qu'en était-il réellement? On n'a pas 100% la réponse, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Le couple a un enfant, si je le dis en français ça donne Francis alors qu'en anglais c'est Francis, mais de toute manière elle était surnommée Scotty. Elle est née en octobre 1921 alors que Zelda est complètement déchirée. Non mais vraiment les pochetrons, vous allez le voir de plus en plus dans cette vidéo, il y a rien qui va. Après peut-être que ça a aidé pour l'accouchement et que c'était un bon sédatif, j'en sais rien. En tout cas elle a passé son enfance à suivre ses parents et à être élevée surtout par des gouvernantes. Et clairement le couple il voulait continuer de se la coller, de faire des bêtes de fête et ça c'était pas trop approprié pour une enfant. Mais bon, pour l'époque c'est pas si exceptionnel, les gens riches s'ils pouvaient donner les bébés à quelqu'un d'autre pour les élever, ils avaient tendance à le faire. Malgré tout on peut le dire, elle a vécu une enfance hors norme et assez traumatique. Elle est décédée d'un cancer de la gorge parce qu'elle était addict à la cigarette. Et le trauma générationnel ne s'arrête pas là malheureusement mesdames et messieurs, si personne va en thérapie c'est pas prêt de changer puisque son fils se suicide alors qu'elle est encore en vie. Revenons à des choses plus joyeuses. Grâce au succès littéraire et donc à la fame toute nouvelle de Scott, le couple profite un max, mais vraiment un max de la vie. Si on regarde un peu dans le détail, pour l'année 1920, les gains sont colossaux. Fitzgerald gagne 18 850 $, ce qui représente 240 000 $ aujourd'hui. Il ne reste pas un seul centime. Il se retrouve au milieu des fêtes, de l'alcool, des excès. Il s'installe dans un manoir style méditerranéen sur Long Island qui coûte 300 $ par mois, ça représente environ 550 000 aujourd'hui. Pour leur lune de miel, ils prennent un bed d'hôtel à New York, ils invitent plein d'amis, ils refont la garde-robe de Zelda. Ça y va dans les voitures de sport et autres véhicules comme la Marmont, pour l'énorme ego de Scott, je vous avais dit. Ils achètent aussi de l'alcool, bien évidemment. Ça part en voyage, ça réserve des hôtels, des billets de spectacle, ça fait des réceptions, ça va chez le coiffeur, c'est la teuf. Il y a même une anecdote qui raconte que Scott s'amusait à flamber des billets de 5 $ pour allumer ses clopes. Et il faut dire que Zelda, elle était pas du tout prévoyante, elle savait pas du tout gérer l'argent. Peut-être que d'ailleurs avec tout cet argent, c'est un comptable qu'ils auraient dû payer. Mais non, à la place, ça part sur des manteaux de fourrure à 750 $, au calme. C'est ça qui va commencer à être la descente aux enfers pour le couple, c'est que ils essayent d'entretenir un lifestyle mais ils ont pas la thune. Donc c'est Scott qui écrit un roman, ça marche bien, ça dépense tout, voire plus, ça demande des avances à l'éditeur. Qu'est-ce qu'il fait Scott? Il écrit un autre livre, ça redépense tout et comme ça, c'est une boucle infernale. Et d'une certaine manière, ils se doivent maintenant d'avoir ce style de vie et d'être vus un petit peu partout. Et ils sont pas devenus mythiques pour rien, il s'est passé quand même de sacrées choses, je vous en raconte 2-3. Bon, déjà il y a une soirée où on sait pas trop pourquoi, probablement un peu d'alcool, Zelda se fout en maillot de bain et saute dans une fontaine en plein New York. Scott décide de la poursuivre, les policiers arrivent, il se fait passer pour un Irlandais et du coup, fin de l'arrestation, tout va bien, ils s'en vont. Scott, quant à lui, se serait désapé pendant une revue de Broadway. Décidément, ils ont un truc avec ça, les coquinous. Bon, cette fois, ça passe pas, il se fait virer par les vigiles. Et apparemment, il y avait des sacrées parties de jambes en l'air, il faut dire, dans leur maison. Et un jour, alors qu'ils sont à Westport et que les parents de Zelda arrivent pour leur rendre visite, voilà, prendre un peu de temps en famille, et ils tombent sur une orgie. Faut dire qu'ils sont partis très vite après ça. Petite dernière comme ça pour la route parce que vraiment ce couple est incroyable. Il y a aussi une fois où des pompiers sont arrivés pour éteindre le feu et on demandait où est le feu et Zelda a tiré comme ça son t-shirt, elle a montré ses boobies et elle a dit il est là le feu.
C'est des ouf. Ils étaient clairement donc connus pour se saouler à fond. Dites-vous que leurs conneries étaient si cultes et qui finissaient tellement souvent dans les tabloïds qu'on a dû assigner spécifiquement un journaliste pour les suivre. C'est un peu un goal quand même. Et ce sont exactement ces aventures qui vont alimenter les livres de Scott. Il est complètement guidé par son épouse qui se revendique garçonne, une femme qui se remarque dans une foule, réticente émotionnellement mais courageuse moralement, qui veut s'amuser et aimer la vie. Zelda, c'est sa muse, et il ne s'en cache pas. Il dit d'ailleurs « J'ai épousé l'héroïne de mes histoires, je n'aurais eu d'intérêt pour aucune autre femme. » Oh non, chaton, c'est trop chou. Mais c'est faux! Et on va en reparler. Cette parfaite idylle bat son plein, et en 1925, on a la publication de Gatsby le Magnifique. Ce roman capture parfaitement les années folles. L'histoire parle de Jay Gatsby, un jeune millionnaire qui passe ses journées à faire la fête dans sa villa, pleine d'invités. Ça vous rappelle personne? C'est raconté par Nick Carraway, un jeune homme envieux de Gatsby qui cherche à comprendre ce monde de l'opulence. C'est un livre très très court, je vous encourage à le lire si c'est pas déjà fait, ou à le relire d'ailleurs. Y a pas mal de rebondissements, donc je ne vous en dis pas trop. Mais en tout cas, c'est un livre qui va nous parler de cette nouvelle opulence avec la croissance économique, de la prohibition. D'ailleurs, il paraît que les Fitzgerald auraient été ces auteurs exubérants qui détournent la prohibition grâce à de l'alcool fait maison. Les Garson avec Jordan Baker, que la société n'approuve pas du tout et repousse. L'ascension sociale et puis la décadence, notamment l'adultère. En réalité, cette décennie full carpe diem, elle cache quelque chose si vous ne l'aviez pas déjà deviné, c'est que Scott, c'est un gros alcoolo. Il est arrivé plusieurs fois que lui et sa femme se fassent virer d'hôtel parce qu'ils étaient complètement déchirés, et aussi parce qu'ils faisaient énormément de bruit en se disputant. À Paris, ils hurlent ivre-mort sous la fenêtre de leurs amis qui supportent difficilement leur folie. Et en fait, depuis ses 20 ans, Scott, son problème, il s'aggrave. À chaque soirée, il s'humilie, il crache des insultes, il lance des bagarres et des cendriers. Et surtout, il a un ami qui est Ernest Hemingway et il n'arrive pas à suivre sa cadence. Faut dire que pour suivre le rythme de l'alcool que prenait Hemingway, il fallait avoir un foie bien solide, ou être prêt à faire un coma éthylique tous les week-ends. Malheureusement, l'humiliation n'est pas la seule conséquence de ces excès, puisque Scott va finir 8 fois hospitalisé pour alcoolisme dans les années 30, et encore plus de séjours en prison. Zelda, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'inquiète, elle se dit Ernest, dis donc, c'est pas une très bonne relation. Ernest, il dit quoi? Il dit non, c'est de ta faute s'il boit. Pardon? T'en fais pas mon petit Hemingway? T'en reviendras. Il y aura un épisode de Merjano un jour sur toi. La consommation d'alcool et de tabac de Scott sera probablement la raison de sa mort, puisqu'il ne se remet pas d'une crise cardiaque en décembre 1940, alors qu'il n'avait que 44 ans. Tout ça, c'est pas quelque chose qu'on retient contre lui, contrairement à d'autres auteurs où on pourrait se dire que cette image de débauche, etc., ça les met pas en valeur en tant qu'auteur. Mais comme je vous l'ai dit, lui, c'est des choses qu'il utilise dans ses livres. Ou plutôt, on pourrait dire dans les livres de Zelda. Car oui, c'est là que ça devient intéressant. Malgré ce que Scott a pu dire, Zelda n'était pas seulement sa muse. F. Scott Fitzgerald, cet auteur à succès, c'est en réalité beaucoup inspiré des écrits de son épouse. L'épreuve, c'est parti. Vous savez, quand je vous ai dit que L'Envers du Paradis a dû avoir beaucoup de révisions avant d'être publié, eh bien on sait exactement ce que Scott a changé. Il a réécrit le personnage de Rosalind pour la rendre un petit peu plus comme Zelda dans la vraie vie. C'est tout à fait calculé, et d'ailleurs, il le lui dit. Un ami des Fitzgerald, Lawton Campbell, raconte avoir vu Scott noter des remarques que sa femme Zelda venait de faire sur des petits bouts de papier à la volée et les cacher dans sa poche. Parfois, elles étaient pleines à craquer des bons mots de Zelda. Donc genre la go, dès qu'elle parle, il y a son pélo qui sort son petit carnet et qui note des trucs en se disant « Ah ça, ce sera pas mal pour mon prochain roman. » C'est quel type de créativité ça, monsieur? Mais attention, ça va bien plus loin. Il s'est pas seulement inspiré de sa personnalité et de ce qu'elle disait pour capturer son essence, il s'est carrément servi de lettres d'amour que Zelda lui a écrit pour reproduire des scènes de son roman. Alors j'ai très envie de vous faire une comparaison des deux. C'est beaucoup plus remarquable dans la version anglaise que je vous mets à l'écran, et comme vous pouvez le voir, il y a des phrases qui sont complètement les mêmes. Et donc en français ça donne ça, la lettre de Zelda. Pour Scott, quelque chose vibre en moi quand vient l'odeur féerique du jour qui tombe, une odeur de lune mourante et d'ombre. J'ai passé la journée au cimetière, qui n'en est pas un, tu sais, en réalité. J'ai essayé d'ouvrir un caveau en fer rouillé bâti à blanc de coteau. Il est tout délavé et recouvert de fleurs d'un bleu humide et larmoyant, peut-être sorti des yeux d'un mort, poisseuse au toucher et à l'odeur écœurante. Les garçons voulaient y pénétrer pour me mettre à l'épreuve ce soir. J'avais envie d'éprouver ce William Redford 1864. Pourquoi les tombes produisent-elles un sentiment de vanité chez les gens? C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, et Gray est convaincant sur le sujet, mais je ne trouve curieusement rien de désespéré dans l'existence. Toutes ces colonnes brisées, ces mains jointes, ces colombes et ces anges évoquent des histoires d'amour, et dans 100 ans, je crois que cela me plaira que des jeunes gens se demandent si j'avais les yeux marrons. Naturellement, ils ne le sont ni l'un ni l'autre. J'espère que ma tombe dégagera un je ne sais quoi d'il y a fort longtemps. N'est-ce pas curieux que sur toute une rangée de tombes de soldats confédérés, 2 ou 3 évoquent des amants défunts et des amours mortes, alors qu'elles sont exactement comme les autres, jusqu'à la mousse jaunâtre. Et dans L'Envers du Paradis, Fitzgerald écrit « De la pureté de 3 heures, l'après-midi passa à l'épanouissement doré de 4 heures.
Après cela, il marcha dans la douleur sourde d'un coucher de soleil où les nuages eux-mêmes saignaient et atteignit au crépuscule un cimetière. Il régnait une odeur trouble et pensive de fleurs avec une trace de lune dans le ciel et des ombres partout. Il fut tenté un instant d'ouvrir la porte de fer rouillé d'un caveau creusé dans le flanc de la colline, très propre et couvert de fleurs tardives, pleureuses, d'un bleu pâle qui suggérait des yeux morts. Poisseuse au toucher, à l'odeur écœurante. Amaury essayait de se sentir William Dayfield, 1864. Il s'étonna que les tombes donnent aux gens le sentiment de la vanité de l'existence. Il ne voyait rien de désespérant dans le fait d'avoir vécu. Toutes les colonnes brisées, les mains jointes, les colombes, les anges évoquaient des idylles. Il songea qu'il aimerait, dans 100 ans, que des jeunes se demandent si ses yeux étaient bruns ou bleus, et il souhaita presque passionnément que sa tombe ait l'air très ancienne. Il trouva étrange que dans une rangée de soldats nordistes, 2 ou 3 évoquent pour lui des amants morts, alors qu'elles étaient exactement semblables aux autres, jusqu'à la mousse jaunâtre. Alors voilà, je trouve ça quand même assez flagrant, et c'est là qu'une question hyper intéressante se pose. Qui est le véritable auteur de cette scène lorsque toute l'idée et les tournures de phrases viennent d'une personne, mais que la réécriture et la publication viennent d'une autre? Est-ce qu'on peut dire que ça fait de Zelda sa co-autrice? Si vous croyez qu'il ne l'a fait qu'une fois, vous vous trompez! Le boug est allé bien plus loin! Oui. En fait, vraiment, c'était un rat, quoi. Il a pris tout ce qu'il pouvait. Scott puise tout son matériel pour ses romans dans sa vie avec Zelda, mais plusieurs fois, il puise même directement dans son journal intime. En écrivant le roman Les Heureux et les Damnés, Scott tombe sur les écrits de sa femme. Il était de coutume à l'époque pour les jeunes femmes du sud des États-Unis de tenir un journal de cours, un courtship diary, pour le présenter à leur futur mari. Zelda, elle, écrit ses émotions et observations d'une manière très singulière qui a attiré l'œil de son mari. Il trouve ses écrits si inspirants qu'il décide de les envoyer à Maxwell Perkins, son éditeur, qui valide l'originalité de sa voix et son talent naturel. Alors assez étonnant, il lui a pas péta direct, il a quand même essayé que elle soit publiée. Il envoie aussi des sections à un autre éditeur, en admettant qu'il a utilisé des morceaux pour son histoire, The Flight of the Rocket, que le Metropolitan Magazine lui a payé $7,000. Mais quand il les envoie à George Jean Nathan, critique qui a proposé de les publier sous le nom Journal intime d'une fille, et de rencontrer Zelda, Scott il est en panique et il trouve une excuse. Je comprends pas, tu veux que ta femme elle soit publiée ou quoi? Mais le truc c'est que George, il est hyper sérieux, hein, il déconne pas, il veut la publier. Donc il vient à une des soirées et là il se faufile dans la cave où il retrouve beaucoup des écrits de Zelda et il lit pendant des heures et des heures. À ce moment-là, il est convaincu, dès le lendemain, il contacte Zelda et lui dit mais madame, il faut que vous soyez publiée. C'est Scott qui répond à la place de Zelda et tout simplement, c'est un non. Voilà. Et sans cacher la raison, il s'est déjà beaucoup inspiré de ses journaux et compte utiliser des parties pour ses propres romans et histoires courtes. Bon, c'est un voleur, mais au moins c'est pas un menteur. Apparemment, Zelda, elle est hyper flattée de la proposition, mais elle est quand même hyper déçue par la réponse de Scott. Tu m'étonnes, ma belle. Je te dis la vérité, ma chérie, il n'est pas bien ton mari. Ça n'a pas l'air d'avoir été particulièrement une querelle dans le couple, puisque dès que Zelda a pu publier, elle s'en est pas empêchée. Après la publication de Les Heureux et les Damnés, l'éditeur du New York Herald Tribune propose à Zelda d'écrire une critique satirique du roman de son mari. C'est en le relisant pour écrire son article qu'elle se rend compte à quel point Scott a utilisé mot pour mot ses écrits. Là, dans cet article de presse, paraît une des lignes les plus célèbres de Zelda. Il me semble reconnaître à une page un morceau d'un vieux journal à moi qui avait mystérieusement disparu après mon mariage. Et aussi des bouts de lettres d'amour qui, malgré une réécriture considérable, sonnent très familiers. En effet, Monsieur Fitzgerald, je crois que c'est comme ça qu'il épelle son nom, semble penser que le plagiat commence à la maison. Oh ça balance! Ça y est, Zelda elle a plus le time! Et donc on peut dire que là il y a de l'eau dans le gaz, Zelda elle commence à être reconnue pour son écriture. Et elle supporte de moins en moins que son mari, il s'approprie à la fois ses idées et ses mots. Sauf qu'à ce stade, pour se démarquer, Scott, il a besoin des écrits de Zelda. Il la cite dans plusieurs de ses romans, parfois quasiment mot pour mot. Dans Gatsby le Magnifique, quand Daisy Buchanan dit de sa nouvelle-née « Bon, tant mieux que ce soit une fille et j'espère qu'elle sera bien sotte. C'est ce qu'une jeune fille a le plus d'avantage à être dans ce monde, une jolie petite sotte. » C'était les mots exacts de Zelda à la naissance de leur fille Scotty. Eh sympa pour la gosse, tu m'étonnes qu'elle a eu des soucis mentaux. Si je ne vous ai pas encore convaincu que Zelda était plus qu'une muse, je vais tenter de le faire maintenant. Zelda, elle est pas du tout passive dans son écriture. Elle ne devient pas seulement l'héroïne de Scott grâce à sa simple existence, son art est incorporé dans les œuvres et la relation artistique du couple est réciproque. Mais ça, c'est hyper tabou. La notion que l'art peut être réciproque ou même collaboratif est une menace au statut de l'artiste, intouchable et très haut dans l'estime de la société de l'époque. Ça a été le cas par exemple avec Frida Kahlo et Diego Rivera, tous deux peintres,
Picasso et Dora Maar ou ensuite Françoise Gillot, ou encore Yoko Ono et John Lennon qui ont eu aussi cette fameuse relation muse-artiste. Le problème de considérer Zelda comme une muse, c'est que ça l'enferme dans un silence. L'idée que la femme ne crée pas mais qu'elle est elle-même un objet d'art à la vie dure, et encore dans les années 1920. Et en fait les deux ils se retrouvent un peu keblo, c'est un truc qui a pas été fait consciemment, mais à partir du moment où Scott il s'est inspiré de Zelda, bah vu que c'est son nom à lui qui est connu, s'ils veulent faire un max de moula, vaut mieux que ce soit lui qui publie les livres. Certaines biographies disent qu'il serait exagéré d'affirmer que Zelda était co-autrice des romans de Scott, mais en tout cas il est indéniable que la frontière entre inspiration et appropriation a été franchie. Dans les années 1930, il y a une véritable dualité qui s'est installée dans le couple, c'est pas possible que les deux soient connus, et ça Scott y va s'en assurer. Zelda publie de 1929 à 1931 ses Girl Stories dans des revues grâce à l'agent littéraire des Fitzgerald, Harold Aubert. Il semblerait que Scott ait aidé Zelda pour certaines de ses histoires, mais l'amertume est présente. Scott confie à Aubert: la plupart de ces histoires viennent de brouillons bien complets de notre puits commun d'idées. Le journal intime de Zelda. Celle qui avait du talent, c'est Mary Hay. Celle qui plaisait au prince, c'est Joséphine Orday. Et ceux-là, je les avais dans mon carnet pour une utilisation prochaine. L'année du millionnaire, désigné comme l'un des meilleurs travaux de Zelda, a été publié dans le Saturday Evening Post pour 4000 $, ou environ 71 800 $ aujourd'hui, sous le nom de son mari. On suppose que Zelda a accepté à contre-cœur, comme je vous le disais, parce que elle savait que ça allait faire rentrer plus d'argent. Et si on veut continuer de s'acheter de la fourrure, il faut trouver un moyen de faire des sacrifices. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, si on cherche cette histoire sur le net, il y a encore le nom de Scott à la place de celui de Zelda. On va peut-être faire un peu de ménage. À la publication de cette histoire, en 1930, ça va être une véritable descente aux enfers pour Zelda, et ça va être le début d'une longue série d'hospitalisations en hôpital psychiatrique. Déjà, revenons un peu sur les rêves de Zelda. Elle, de base, elle voulait pas spécialement écrire. En fait, elle voulait plutôt être danseuse, voire chanteuse, et elle s'était dit, bon si, pour arrondir les fins de mois, il faut écrire, je le ferai, mais c'était pas du tout une vocation. À la fin des années 20, elle travaille énormément pour devenir une bête de danseuse, mais ça devient une véritable obsession. À côté de ça, elle développe des symptômes de paranoïa, elle passe des jours sans dormir, elle panique à la moindre angoisse, notamment un jour où elle quitte précipitamment la table pour aller à son cours de danse, elle saute dans un taxi, mais il y a des embouteillages, alors elle décide de sortir de la voiture, bon, cette fois pas à poil au moins, et elle se met à courir pour rejoindre le studio. Et lorsqu'elle arrive au studio, elle est tellement agitée qu'en fait son prof décide d'appeler son mari. Le 23 avril 1929, elle est admise au sanitarium de la Malmaison à côté de Paris. En pleine crise, elle insiste d'ailleurs que Scott aurait eu des relations avec Ernest Hemingway. Vu les quantités d'alcool, on juge pas, peut-être ça désinhibe. Alors de peur que le médecin la croie, Scott s'empresse de dire que Zelda est en train de délirer et que des troubles nerveux, il y en a eu pas mal dans sa famille. Il hésite pas à faire une petite liste, Son père et ses sœurs ont fait des dépressions, et sa grand-mère et sa tante se sont suicidés. Moi je parle de trauma générationnel, Scott, lui, il dit qu'elle venait tout simplement d'une lignée de cinglés. Le respect est parti. Alors la tentative de Scott pour faire passer Zelda pour une folle, c'est plutôt un échec. Elle est simplement diagnostiquée de fatigue nerveuse et on la laisse repartir. Mais seulement un mois plus tard, après avoir subi une semaine de violents cauchemars, elle commet une tentative de suicide et là, elle est de nouveau internée. Après plusieurs semaines d'observation, on lui diagnostique une schizophrénie. Bon, à l'époque, il faut dire qu'on avait quand même tendance à mettre l'étiquette schizophrénie sur à peu près tout et n'importe quoi. Comme l'hystérie d'ailleurs, dès qu'une femme parlait un peu trop fort. Aujourd'hui, on a pu retrouver les rapports des médecins et il semblerait que Zelda était plutôt atteinte d'une bipolarité. Elle subit des mois de traitements violents comme des bains d'eau bouillante, d'eau glacée, des cocktails de drogue qui n'ont fait que lui donner des effets secondaires encore plus douloureux. Et si le sujet vous intéresse, d'ailleurs, je vous invite très grandement à découvrir l'enquête de Nellie Bly, 10 jours dans un asile. Zelda a aussi été punie et changée plusieurs fois d'institution puisqu'apparemment elle n'arrêtait pas de se masturber. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Et elle se sent complètement trahie par son mari. Elle lui écrit « Je suis profondément humiliée et brisée, si c'est ce que tu voulais ». Elle raconte à ses médecins que d'après elle, ce qui l'a fait sombrer, c'est son mariage. À un moment, elle a eu une aventure avec un Français et Scott l'a enfermée dans leur villa pour qu'elle ne puisse absolument pas le voir. Mais quand lui, il s'est trouvé une amante, elle n'a rien dit, consciente qu'elle avait fait la même chose. Et elle a donc fait le deuil de cet amour, alors que son mari l'enfermait une fois de plus dans un asile. Avec le recul, on sait que le traitement qu'on lui administrait pour quelque chose qu'elle n'avait pas est probablement à l'origine de sa perte à venir après le comportement de son mari. Et ce qui est très impressionnant quand même dans cette histoire, c'est que même si ça va pas fort, Zelda, elle a déjà écrit un livre à ce moment-là. Son seul roman d'ailleurs, qui s'appelle Accordez-moi cette valse. Il est quasi autobiographique et il raconte l'histoire d'Alama Beggs, beauté du sud des États-Unis, qui épouse un artiste peintre du nom de David Knight. On suit leur succès dans les années 20. Elle cherche à devenir une grande ballerine, mais elle doit abandonner ses rêves pour des raisons de santé. Évidemment, cette histoire, elle ne plaît pas du tout à Scott. Si on remonte un petit peu dans le temps, lui, il est en train d'écrire Tendre et la nuit. Alors il se met en colère en constatant que dans
dans son roman, sa femme parle de sa vie privée. Elle évoque différents moments de leur vie, alors que lui, bah il voulait le mettre dans son roman, ça bien sûr. C'est vraiment une course de qui publie en premier. Scott, il a tout intérêt à vendre le livre de sa femme à son éditeur, Perkins, puisqu'une fois de plus, la famille a besoin d'argent. Mais en privé, qu'est-ce qui se plaint? Oh là là! Mes romans l'ont transformé en légende. Et sa seule intention dans ce maigre portrait est de me réduire à un non-être. Oh là là, le petit complexe d'infériorité là qui revient, vous le sentez? Pour Scott, il est impossible de passer de ce statut d'artiste à muse, alors que sa femme elle l'a fait pendant des années, mais lui c'est mort, wesh, y a pas moyen. D'après lui, c'est les différentes hospitalisations de Zelda qui rendent difficile la fin de l'écriture de Tendre et la nuit. Ouais. Et il estime qu'elle a braconné son intrigue pour son propre roman, et voit cela comme une trahison personnelle. Elle menace son art à lui, il est même allé jusqu'à l'installer de plagiat. Ah non, bah oubliez ce que j'ai dit, c'est un voleur et c'est un gros mytho, le couillon. Dans Tendre et la nuit, le personnage de Nicole Diver est directement inspiré de Zelda. On parle d'une entité qui est rendue responsable de la ruine d'un homme. Certains résumés parlent du côté indéniablement biographique du roman par lequel Scott règle ses comptes avec sa femme, notamment par rapport à sa tromperie. Il y intègre encore une fois des textes venant des lettres de Zelda, écrites pendant son internement pour capturer parfaitement son portrait. Non mais quelle raclure, genre les lettres d'internement de sa femme, c'est chaud quand même. Malheureusement, à la sortie du roman de Zelda, bah il marche pas très bien. Les critiques sont pas convaincus, les personnages sont pas spécialement attachants, il y aurait plein d'erreurs pas corrigées et il se vend seulement à 1300 exemplaires. À titre de comparaison, Tendre et la nuit est publié en 1934 et il s'est vendu à 12 000 exemplaires 3 mois après sa sortie. En 1936, Scott il pète une durite, littéralement. Il retourne sa veste et il dit à son agent ne laisser personne lire le livre de Zelda car c'est un mauvais livre. Il l'enfonce même en la définissant d'amatrice pour renforcer son droit exclusif à leur histoire commune. Les vrais écrivains font des bons romans, les mauvais écrivains ne sont bons qu'en petites histoires commerciales. Il a enterré toute la carrière littéraire potentielle de Zelda avant même qu'elle n'ait pu commencer. J'ai envie d'aller cramer du pneu. Oui, je sais, c'est comme ça que j'exprime ma colère, on y travaille avec ma psy. Enfin bon, c'est pas bien Jojo cette fin d'histoire. Zelda meurt 8 ans après son mari, toujours enfermée, elle périt dans l'incendie de l'hôpital psychiatrique d'Asheville. Même si l'histoire de Zelda Fitzgerald est unique en son genre, imaginez les milliers de femmes oubliées par l'histoire à cause de cette idée qu'elles sont la propriété de leur mari, et donc que leur art et leurs idées leur appartiennent aussi. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui ma team Jano, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça fait hyper longtemps que je voulais vous raconter cette histoire. N'hésitez pas, comme je vous le disais plus tôt, à vous abonner à la chaîne, ça ferait très plaisir, et ce serait pas cool d'avoir 100 000 abonnés par ici, bien sûr que si. N'hésitez pas à liker la vidéo, faire un petit tour sur mon Patreon si mon travail vous plaît, et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!